Ok, bon, on va parler des syndromes coronariens aigus et les recommandations 2023. Donc, le premier point qui est noté dans ces recommandations, c'est il faut qu'on garde à l'esprit, c'est la première fois qu'on ne fait pas de recommandations en différence entre ST+, et ST-. Parce qu'avant, on avait les recos d'ST+, les recos d'ST-, qui paraissent pas en même temps. Aujourd'hui, et je pense à partir de ces recos, on aura toujours syndrome coronaire aigu et on parlera des deux à chaque recommandation. Et l'idée, c'est celle-là, c'est que c'est un spectre. Ils insistent à dire que ACS Spectrum, c'est une continuité, c'est un syndrome qui commence par des douleurs, qui s'aggrave, vous voyez le petit bonhomme, et qui finit par un arrêt cardiaque. Et donc, c'est premier message, continuité jusqu'à un diagnostic final. Vous voyez encadré, les diagnostics, ça doit terminer par un diagnostic ST+, ST-, encore instable, ou carrément, ce n'est pas un syndrome coronaire. Voilà, ça c'est le premier point. Un deuxième message de ces recommandations sur le syndrome coronaire aigu, c'est le traitement antithrombotique. À chaque fois, on attend qu'est-ce qu'il y a de nouveau, comment prendre en charge le malade. Je dirais la nouveauté, c'est pas de pré-traitement. C'est-à-dire pas la peine de clopidogrel avant d'aller en salle de cathé, et donc surtout pas dans le non-stémie. Et dans le stémie, ce n'est pas une obligation de le donner avant. On va voir les coronaires et on commence. Et regardez, peut-être un message pour nous au Maroc important. On le sait depuis plusieurs recos, prasugrel, ticagrelor, c'est eux qu'il faut prescrire dans le syndrome coronaire. Le clopidogrel uniquement, et je répète, uniquement quand il y a contre-indication de ces molécules ou qu'elles ne vont pas être tolérées. Et vous voyez, si jamais indication à stenting, le prasugrel est préféré au ticagrelor. Troisième point, troisième message, le risque de thrombose. Eh bien, voici, vous avez tous les critères qui vous disent que c'est ou à gauche, high risk, grand risque de thrombose, ou la deuxième colonne, risque modéré de thrombose. Et avec ça, on pourra dire si notre malade a un haut risque, et à droite, vous avez tous les hauts risques liés au stenting. Tous les risques liés au stenting, vous imaginez des stents longs, vous voyez ça, des stents de bifurcation. Alors, qu'est-ce qu'on fait à tous ces malades? Le point commun, extended DAPT, ça veut dire qu'on va faire une double antiagrégation prolongée au-delà de 1 an. Quatrième message, le risque de saignement. Ceux qui risquent de saigner, vous les avez ici, soit qu'on a 2 critères mineurs ou 1 majeur, donc 1 majeur, vous avez la liste des critères majeurs, et les mineurs à droite, soit on a 1 majeur ou 2 mineurs, ça nous dit qu'il y a un haut risque de saignement. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on applique la stratégie antiplaquettaire du haut risque. Et c'est quoi cette stratégie? Eh bien, 1 seul mois de DAPT. 1 mois. Char, fakat. Et après, on continue le reste. La deuxième chose intéressante, c'est la de-escalation, c'est-à-dire qu'on donne l'aspirine et prasugrel, et puis s'il y a un haut risque de saignement, on décide qu'au bout de 1 mois, on va retirer le prasugrel et passer au clopidogrel. 1 mois, je répète, 1 mois, strict minimum dans les recommandations. Le 5e point, c'est comment réduire le risque de saignement. Eh bien, on le sait depuis de nombreuses années, c'est la voie radiale. C'est aussi ici, il ne faut pas interrompre, et ça c'est dans notre pratique tous les jours, on en aura besoin. Vous lisez bien la phrase. On va performer, on va faire à l'angioplastie without
interruption, sans arrêter les NOAC et les AVK. C'est une phrase importante, c'est pour réduire le risque hémorragique. Pour réduire le risque hémorragique, on ne les arrête pas, parce qu'en arrêtant, en reprenant et en attendant, et on risque beaucoup de choses. Et vous voyez là, chez les patients qui ont un INR plus de 2,5, pas la peine d'ajouter de l'héparine au cours de la procédure. Et vous voyez, on ajoute des doses d'enoxaparine, faible dose, lorsqu'il va faire sa coro et qu'il est sous anticoagulant. Les personnes qui doivent avoir une protection gastrique sont encadrées. Et un petit mot, clopidogrel, si jamais le patient est sous clopi, pas d'oméprazole, pas désoméprazole. 6e point, les patients qui ont un syndrome coronaire aigu et qui prennent un anticoagulant parce qu'ils ont une FA ou une prothèse ou autre chose. Eh bien là, qu'est-ce qu'il faut? Quand il y a un anticoagulant et que la personne fait un syndrome coronaire aigu, on a 1 semaine de trithérapie, anticoagulant et DAPT. Ensuite, après 1 semaine et jusqu'à 12 mois, à nous de juger de la durée de la bithérapie, c'est-à-dire anticoagulant plus un antiagrégant, et ensuite on gardera que l'anticoagulant. Maintenant, lorsqu'on a peur chez ces malades d'un problème thrombotique, eh bien la trithérapie, c'est-à-dire anticoagulant et 2 antiagrégants, ça va être 1 mois, pas 1 semaine, 1 mois. Et après 1 mois, on gardera 2 anticoagulants plus un antiagrégant, et après 1 an, ce sera l'anticoagulant. 7e point, fibrinolytique, ça, dans les grandes villes, souvent on est juste en stenting, mais n'oublions pas les petites villes qui sont loin des centres où on peut faire du cathétérisme. Lorsqu'ils sont à plus de 2 heures, en moins de 10 minutes, le médecin doit être prêt à faire la fibrinolyse. Ce sont les drogues recommandées parce qu'elles sont spécifiquement et vraiment très spécifiquement antifibrines, et on associe à ce moment-là le clopidogrel et l'enoxaparine. Lorsqu'on utilise la streptokinase, c'est plutôt le fondaparinux. 8e point, choc cardiogénique, complications. Qu'est-ce qu'on fait? Et les autres complications, le message numéro 1, il y a un syndrome coronaire aigu et choc cardiogénique, tout de suite en salle de cathétérisme cardiaque pour une angioplastie immédiate. Et si on n'arrive pas, impossible à ce moment-là, un pontage en urgence, emergency cabbage. Et ici, un message intéressant, pas de ballon de contre-pulsion dans le choc cardiogénique qui n'est pas d'origine mécanique. On réserve la contre-pulsion uniquement pour les complications mécaniques qui s'accompagnent d'un choc cardiogénique. Voilà. 9e point, intravasculaire imaging, on a 3 points, 9, 10, 11, c'est l'imagerie, et je m'adresse à mes amis cathétériseurs, puisque maintenant, de plus en plus, on va dans la physiologie, et les recommandations dans le syndrome coronaire aigu, c'est de faire un IVUS pour visualiser de l'intérieur la paroi artérielle et avoir plus de renseignements, ou bien l'OCT qui va aussi nous renseigner sur la cape fibreuse, l'épaisseur et sur le contenu en macrophage. Mais peut-être ce qui est message clair, choc cardiogénique, on va reperméabiliser que l'artère responsable, IRA, Infarct Related Artery. Quand c'est un STEMI, on revascularise toutes les artères qui sont significatives. Dans le non-STEMI, c'est une classe 2A. On reste dans, je vous ai dit 9, 10, 11, c'est l'intravasculaire, la physiologie. Dans l'infarct related artery, donc l'artère responsable, eh bien, on calcule, et c'est pour ça que je voulais poser la question tout à l'heure à mes amis cathétériseurs, un index sur la microvasculaire résistance. Est-ce qu'on peut faire ces choses-là? Et sur la microvasculaire
obstruction, puisqu'il y a souvent des petites obstructions des micro-artères. Et enfin, la 11, la MINOCA, eh bien, on le sait, MINOCA, myocardial infarction non-obstructive coronary artery, eh bien, en salle de cathé, c'est très important, on ne peut pas rentrer dans le détail de l'algorithme, et par la suite, il y a toute une enquête où il y aura aussi bien l'IRM que la biologie, que l'écho, pour poser un diagnostic très précis sur la cause de cette MINOCA. Maintenant, certaines complications et comorbidités, on ne va pas toutes les passer, mais dans l'insuffisance cardiaque, on l'a dit, le ballon de compulsion, c'est les complications mécaniques. S'il y a un thrombus du VG ou une suspicion de thrombus du VG, eh bien, si l'écho n'est pas formel, l'IRM est très utile dans cette situation. Et là, c'est pour contrôler la FA. On le savait, bêta-bloquant s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, amiodarone s'il y a une insuffisance cardiaque, et on va y aller vers la cardioversion électrique si ça ne marche pas tout ça. Les patients qui ont un cancer, est-ce qu'on y va agressivement, stenting, si la survie espérée est plus de 6 mois, feu vert, pour aller vers l'interventionnel et aller vers l'invasif. Par contre, si l'espérance de vie est moins de 6 mois, conservative, non-invasive, stratégie, conservative uniquement. Et là, c'est tout nouveau. Si le patient avec un cancer a moins de 10 000 plaquettes, pas d'aspirine. S'il a moins de 30 000, pas de clopidogrel. S'il a moins de 50, pas de prasugrel ou pas de ticagrelor. Enfin, ici, pour les lipides, il n'y a pas eu du nouveau, on le sait, et on va en parler tout à l'heure. Voilà, la boucle ne marche pas, bien sûr. C'est pour ça que je voulais éviter. Le tabac et l'alcool, c'est juste une phrase en disant que le moins on boit, le mieux ça vaut. En haut, à droite, vous la voyez dans l'encadré, à droite, c'est très spécifié. Ici, la prise en charge médicamenteuse n'a pas changé. Bêta-bloquant, IEC et le contrôle d'imagerie. Et enfin, la prise en charge des arythmies. Je voulais juste parler de ces arythmies ventriculaires en disant que justement le pacing n'est pas recommandé dans les BAV de haut degré qui se résolvent après revascularisation. C'est tout à fait logique. Et le traitement de tous les troubles du rythme ventriculaire sans atteinte, on va dire, hémodynamique, il n'y a pas de problème. Je terminerai par cette dernière que j'ai appelée, c'est la 18e, et on me voit comme si c'est... non, c'est en rouge, c'est comme si c'est interdit aux moins de 18 ans. En fait, ce n'est pas interdit aux moins de 18 ans, c'est tout ce qui est à éviter. C'est la partie des 3, tout ce que nous devons éviter. Et là, je commence par dire que faire une angioplastie chez un patient qui a eu un STEMI il y a plus de 2 jours et qui n'est pas symptomatique, c'est un non. Il n'a pas de douleur, ça fait plus de 2 jours, c'est un non. Il y a un certain temps, on parlait de Open Artery Syndrome, c'est-à-dire on va réouvrir tout ce qui est occlu. On a parlé de perméabilité, de viabilité tout à l'heure. Et deuxièmement, faire de façon routinière une angiographie après un arrêt cardiaque, ça aussi c'est non. Avant, on disait tout arrêt cardiaque récupéré, salle cathé. Maintenant, c'est non, sauf s'il a des signes à l'ECG, d'un STEMI par exemple. Enfin, la de-escalation, vous l'avez vu tout à l'heure, à ne pas faire avant le 30e jour. Très important. Et le pré-traitement, vraiment, je pense que ces derniers points sont très importants. Le pré-traitement par un antiagrégant P2Y12 dans le non-stémie, sans avoir vu l'anatomie coronaire, c'est un non formel. J'espère que j'ai pu j'ai essayé de résumer tout ce qui est important dans ces recommandations en 18 points et je vous remercie.